la structure de la spore en microscopie électronique, elle est très importante. Alors, comme j'ai expliqué la semaine dernière, cette structure est caractérisée par la présence d'un système complexe d'enveloppes. Il y a 1, 2, 3, 4 enveloppes qui constituent le système complexe et ces enveloppes n'existent pas chez la cellule végétative. Donc, c'est très important. Ce qui caractérise la spore bactérienne, c'est la présence du système complexe d'enveloppes. Il y a de l'extérieur vers l'intérieur l'exosporium, la tunique externe et interne, le cortex, qui est une membrane très importante qui contient un composant chimique qui n'existe que dans la spore bactérienne. On ne le trouve pas dans la cellule végétative, le dibécolénate de calcium. Il y a la paroi sporale qui va donner, au moment de la germination, la paroi bactérienne. Voilà le système complexe d'enveloppe qui caractérise la spore. Alors, et on continue la formation de l'endospore. Est-ce qu'on a fait ça, la formation? On a commencé ça? Non? Non, madame, pas encore. Donc, alors, on va commencer à partir de la formation, donc troisième paragraphe, après l'introduction, deuxième paragraphe, troisième paragraphe, la formation, comment l'endospore se forme, et je répète, on l'appelle endospore parce qu'il se forme à l'intérieur de la cellule. Donc, la spore bactérienne ou bien l'endospore. Alors, comment se forme l'endospore à l'intérieur de la cellule? Alors, la spore, c'est une cellule différente de la cellule végétative. Ça, c'est clair et net. Ça n'a rien à voir avec la cellule végétative. Elle est très différente de la cellule végétative. Cette différence, on peut l'observer au point de vue structure, comme on vient de le voir. Vous avez vu tout à l'heure la structure de la spore qui est tout à fait différente de la structure de la cellule végétative. D'accord? Alors, ça, je répète, la différence est au point de vue structure, au point de vue composition chimique aussi. Donc, ça n'a rien à voir avec la cellule végétative. Donc, la présence d'un composant chimique qui n'existe que dans la spore, le dibécolénate de calcium, un exemple fort qui montre que la composition chimique est différente entre la spore et la cellule bactérienne normale. Et la différence aussi concernant l'équipement enzymatique, ou bien les enzymes, c'est différent parce que le métabolisme est différent entre la spore et la cellule normale. Alors, la formation de la spore dure en moyenne 7 heures. Plus ou moins 7 heures, il y a formation totale de la spore. Alors, au niveau de la spore, toutes les activités métaboliques sont en sommeil. D'accord? Il n'y a pas de métabolisme. On parle de la spore dormante. Pas de division, pas de métabolisme. Donc, les activités métaboliques sont en sommeil. Pourquoi? Parce que l'équipement enzymatique est très, très simplifié. C'est pas comme le cas de la cellule végétative normale. Alors, on parle de la spore dormante. Pourquoi? Parce que les activités métaboliques ainsi que les divisions cellulaires sont en sommeil, donc sont inactives. Les changements cytologiques. Cytologique, ça veut dire, c'est quoi la cytologie? La cytologie, c'est l'étude des cellules, des tissus. Alors, le changement cytologique dans la spore coïncide. Pourquoi ce changement-là? Il n'est pas fait au hasard, parce qu'il coïncide avec un véritable bouleversement, un changement radical, un changement radical des activités métaboliques de la cellule. D'accord? Il y a un changement radical entre de tout ce qui est métabolique dans la spore bactérienne. En effet, j'explique cette phrase-là, la plupart des enzymes de la cellule végétative sont dégradées. Donc, j'ai déjà dit ça tout à l'heure. Donc, l'équipement enzymatique est très, très simplifié dans la spore. Donc, pourquoi? Parce que les enzymes de la cellule végétative sont dégradées et remplacées par de nouveaux constituants qui répondent aux besoins de la spore. Les enzymes dans la spore sont différentes. L'équipement enzymatique
de la spore est différent de l'équipement enzymatique de la cellule bactérienne végétative normale. D'accord? Alors, chose aussi importante, le contenu en eau est très faible. Vous savez que la cellule bactérienne normale contient entre 75 à 85% de l'eau, alors que la spore ne dépasse pas 20%, entre 15 à 20%. Donc, le contenu en eau est très faible. Parce que c'est normal, la bactérie n'a pas besoin de l'eau, donc l'eau est très important pour le métabolisme. Et puisque le métabolisme est en sommeil, donc il n'y a pas de métabolisme dans la spore, donc la bactérie n'a pas besoin d'eau, donc le contenu de l'eau ne dépasse pas 20%. Chose aussi importante, je le dis toujours, c'est la présence d'un composant chimique très important. On ne le trouve que dans la spore. Je le répète à chaque fois, parce que la présence de cet acide, l'acide dibécolénate de calcium, il n'existe que dans la spore, absent dans les cellules en croissance. Les cellules en croissance, c'est-à-dire les cellules végétatives. Alors, cet acide dibécolénate de calcium, il représente quand même une quantité importante. On le trouve entre 10 à 15% du poids sec de la spore. Donc, une quantité assez importante de ce composant chimique qui n'existe, encore une fois, que dans la spore. On le trouve que dans la spore. Alors, pour terminer, le déclenchement, c'est-à-dire le commencement, le déclenchement du processus de la sporulation, il est irréversible. Irréversible, c'est-à-dire, je vais l'expliquer d'un langage facile, il n'y a pas retour en arrière. Dès que le processus commence de la sporulation, c'est-à-dire la sporulation, c'est la formation de la spore, on a déjà expliqué ça la semaine dernière, la sporulation, c'est le phénomène qui aboutit à la formation de la spore. Alors, dès qu'il y a déclenchement de ce phénomène-là, la sporulation, ce phénomène-là, il est irréversible, on ne peut pas revenir en arrière, d'accord? Donc, c'est un phénomène irréversible, le déclenchement du processus de la sporulation. Alors, on va expliquer d'une façon très simplifiée, sous forme d'un cycle, la formation de l'endospore. Alors, on commence par à gauche de votre écran, le cycle. Donc, regardez, le cycle, il est fermé. On appelle ça un cycle évolutif. Ce cycle-là n'est présent que chez les bactéries qui sporulent. Parce que ce cycle-là n'existe pas chez les bactéries normales, qui ne sporulent pas. Seulement, ce cycle-là, on l'appelle cycle évolutif ou bien cycle sporal, il n'existe que chez les bactéries qui sporulent. Et on a dit la semaine dernière qu'il y a 3 genres bactériens qui sont capables de former la spore, de sporuler. Alors, on commence par la cellule normale en pleine croissance à gauche. On commence par la gauche de votre écran, la cellule végétative. Ne confondez pas la cellule végétative et la cellule végétale. Ça n'a rien à voir, hein? La cellule végétale, c'est la cellule des plantes, c'est la cellule eucaryote. La cellule végétative bactérienne, c'est la cellule en pleine croissance. C'est la cellule normale, c'est la cellule bactérienne en croissance, en pleine croissance normale. Alors, je schématise que les constitutions importantes d'une cellule bactérienne normale. Je schématise la membrane cytoplasmique, le chromosome bactérien et la paroi. Donc, les constitutions importantes de la cellule bactérienne. Alors, tant que les conditions sont favorables, comme par exemple les éléments nutritifs en quantité importante, les conditions physico-chimiques normales, etc., tant que les conditions favorables, la bactérie, cellule végétative, réalise sa croissance d'une façon normale, réalise aussi le métabolisme d'une façon normale. Mais, à un moment donné, les conditions deviennent défavorables. À ce moment-là, la division va être différente. Vous avez vu tout le monde, la division cellulaire en S1, n'est-ce pas? Alors, la division normale, dans les conditions normales, dans les conditions favorables, aboutit et une bactérie se divise
une bactérie mère, une cellule mère, donne 2 cellules filles égales. Ça, c'est la division normale que vous avez vue en S1. Mais la division qui va commencer, qui est faite dans les conditions défavorables, et c'est le commencement de la sporulation, c'est une division cellulaire asymétrique. Ça veut dire asymétrique. Ça veut dire asymétrique. Ah, symétrique. Vous avez une réponse? Symétrique. Asymétrique. Ça veut dire une division cellulaire asymétrique. Elle est comment? Elle ne présente pas de plan de symétrie. Oui, c'est-à-dire, expliquer d'une façon simple. Qu'est-ce qu'elle va donner, la division asymétrique? Deux moitiés qui ne sont pas égaux. Voilà, elle va donner, voilà, bien. Alors, écoutez bien. Elle va donner des cellules, mais qui ne sont pas égales. C'est pas comme la division symétrique normale que vous avez vue en S1. Alors, la division cellulaire au moment de la sporulation, donc la sporulation a commencé. Donc, on a dit qu'on va admettre que les conditions deviennent défavorables. Donc, la sporulation commence. Elle commence quoi? Elle commence, la première étape, elle commence par une division cellulaire asymétrique. Asymétrique, ça veut dire il y aura formation de 2 parties inégales. Effectivement, il y aura la formation de la sporange. La sporange, comme vous avez vu la flèche, c'est la cellule mère. Et à côté, une cellule plus petite que sporange est appelée prespore, c'est-à-dire la partie à droite, prespore, qui va donner la spore. Entre les deux, il y a une membrane ou bien un enveloppe mince appelé spétome. Le spétome mince, c'est le premier enveloppe qui va séparer entre le sporange et le prespore. Donc, il y aura une division asymétrique qui aboutit à la formation de 2 parties inégales, 2 cellules inégales. Ce n'est pas la division que vous avez vue en S1. C'est une division qui déclenche la sporulation. Donc, la première étape de la sporulation, c'est la formation de 2 cellules inégales, sporange et prespore, séparées, ces 2 parties-là, le sporange et la prespore, séparées par le septum mince et le pauvre en peptidoglycane. PG, ça veut dire peptidoglycane, et qui sera hydrolysé à la fin, c'est-à-dire il va disparaître. D'accord? Il ne fait pas partie du système complexe d'enveloppe qu'on a vu tout à l'heure. Il va disparaître, ce septum mince. Deuxième étape, après la division asymétrique et la formation de septum, ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est englobement ou bien enquistement, c'est-à-dire formation de kystes. Donc la prespore va être englobée, englobement de la prespore. D'accord? C'est la deuxième étape, c'est toujours le processus de la sporulation. Englobement ou enquistement de la prespore. Troisième étape, en bas, la prespore prend une forme ovoïde, toujours entourée par le septum, qui va disparaître au moment de la 4e ou bien la 5e étape de la sporulation. Alors, la prespore prend une forme ovoïde, d'accord? Et ici, la 1, 2, 3, la 3e étape et la 4e étape, les deux sont caractérisés par la formation du cortex et la synthèse de la tunique. C'est quoi ça? C'est-à-dire le système complexe d'enveloppe commence à se synthétiser à partir de entre la 3e et la 4e étape de la sporulation. D'accord? Entre étape 3 et étape 4, le bas de votre écran, la formation de cortex, le fameux enveloppe qui contient le dibiclonate de calcium, le 3e enveloppe, et la synthèse de la tunique, soit externe et interne. D'accord? Alors, le cortex, regardez bien, les tuniques, et le septum a disparu. Le septum, le fameux enveloppe qui sépare le prespore et le sporange, a disparu pendant le 4e étape. Au cours du 4e étape, le septum disparu et il y a commencement, le début de la formation du système complexe d'enveloppe avec la formation de cortex et des tuniques protéiques qui sont les tuniques internes et externes. Alors, je continue
Troisième, quatrième étape. Cinquième étape, la lyse cellulaire. Quelle cellule? Quelle cellule qui va subir la lyse? Là, le sporange. Végétative. Non, pas toute la cellule végétative, le sporange, c'est-à-dire la cellule mère. La cellule mère, sporange, qui va disparaître. D'accord? La cellule mère, sporange, va disparaître et va rester la spore qui commence toujours, qui continue, pas que commence, mais qui continue la synthèse des enveloppes. Parce que le commencement de synthèse des enveloppes, c'était dans la quatrième étape. D'accord? Alors, cinquième étape, c'est la lyse de sporange, qui est la cellule mère, et libération de la spore avec continuation de la synthèse des enveloppes. La spore devient intracellulaire, c'est pourquoi on l'appelle, regardez pourquoi on l'appelle endospore, parce que la formation de la spore était à l'intérieur de la cellule végétative, et le cycle continue, il y aura disparition de la cellule mère, la sporange, et la sortie de la spore intracellulaire qui devient libre. Spore libre, elle va rester comme ça dans la nature, dans le milieu, tant que les conditions sont toujours défavorables, elle va rester un temps plus ou moins long, tant que les conditions sont toujours défavorables. D'accord? Au moment où les conditions redeviennent favorables, il y a le phénomène de la germination, qui est l'opposé de la sporulation. La spore va germer, d'accord, avec les constituants du milieu, le métabolisme redevient normal, la division cellulaire redevient normale, et c'est la germination qui va aboutir à la formation de la cellule végétative, et le cycle va se fermer comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle un cycle évolutif, un cycle sporal. Je répète encore une fois, qui n'existe pas chez toutes les bactéries, seulement chez les bactéries qui sporulent. Les autres bactéries, la lyse, dès que les conditions deviennent défavorables, il y a la lyse de la cellule bactérienne. Il n'y a pas la sporulation pour la plupart. Seulement 3 genres qui subissent ce phénomène important qui est la sporulation. Mais la plupart, dès que les conditions deviennent défavorables, il y a la lyse bactérienne. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui, madame. Alors, ce que j'aimerais bien que vous saisissiez bien, c'est que ce cycle-là, encore une fois, je le répète, ce cycle-là n'existe pas chez la plupart des bactéries. Ce qu'on appelle le cycle évolutif n'existe pas chez la plupart des bactéries, seulement chez un groupe bien particulier. Pourquoi? Parce que la plupart, vous allez voir ça la semaine prochaine dans le chapitre croissance, la plupart des bactéries, lorsque les conditions deviennent défavorables, il y a la lyse des bactéries, la mort des bactéries. Il n'y a pas ce cycle-là. D'accord? Ce cycle n'existe que chez un groupe bien particulier. Je crois que j'ai assez dit concernant le phénomène de la sporulation et on va voir maintenant quelles sont les propriétés de la spore. D'accord? Pourquoi il y a des formations de la spore? Alors, la première propriété de la spore est très importante, c'est ce qu'on appelle la thermorésistance. Ça veut dire thermorésistance, c'est-à-dire la résistance à la haute température. Les spores de certaines espèces résistent à des températures entre 80 à 120 degrés Celsius. Donc, une grande température. Donc, en général, la résistance, elle est entre 70 à 80 degrés Celsius pendant 10 minutes. Mais les spores, elles peuvent résister à des températures plus élevées, jusqu'à 120 degrés Celsius. Cette résistance à la chaleur, elle est due à 3 choses. La premièrement, à la présence du cortex. Vous vous rappelez du cortex, le 3e enveloppe, si on commence de l'extérieur, c'est le 3e enveloppe, et c'est le fameux enveloppe qui contient le dibiclorinate de calcium. Alors, la résistance à la chaleur, elle est due, à la présence de ce cortex. Deuxième facteur qui explique cette résistance à la chaleur,
c'est l'état déshydraté. Ça veut dire déshydraté, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'eau. On a vu ça tout à l'heure, que le contenu de l'eau dans la sport ne dépasse pas 20%. Cet état déshydraté, qui ne contient pas assez d'eau, il est dû à l'imperméabilité des enveloppes. Les enveloppes qu'on a vues tout à l'heure, elles sont imperméables. Elles ne laissent pas passer l'eau et les autres éléments qui peuvent attaquer la spore. Et donc, ils sont imperméables. Ils protègent. C'est une sorte de protection de la spore. Deuxième propriété après la thermorésistance, c'est la résistance, cette fois-ci, aux agents physico-chimiques, surtout dans l'environnement, dans la nature. Les résistances aux agents physico-chimiques. Alors, on commence par les agents physiques, et on peut citer comme agents physiques les rayons ultraviolets. Les rayons ultraviolets, comme c'est mentionné dans le polycope de TP, c'est une technique de stérilisation. On peut stériliser les locaux, les surfaces, par des rayons ultraviolets. Alors, les spores, lorsqu'on a par exemple une surface qui contient les spores, même si on utilise les rayons ultraviolets, ils ne tuent pas les spores. D'accord? Vous avez vu dans le polycope de TP que les rayons ultraviolets, on vous a expliqué sûrement ça pendant les TP, que les rayons ultraviolets, c'est une méthode, c'est une technique de stérilisation utilisée pour stériliser les locaux et les surfaces. Mais les spores ne peuvent pas être tués par les rayons ultraviolets. Les rayons X aussi, la même chose, même explication. Les fortes pressions, lorsqu'on met les spores dans un milieu de culture qui ont une forte pression, par exemple une concentration en NaCl très forte, les spores, ils résistent à cette forte pression. Ils ne sont pas éclatés, c'est pas comme la cellule normale. Lorsqu'on met des cellules normales, des cellules végétatives normales, dans des concentrations élevées, par exemple en NaCl, ils terminent par s'éclater, d'accord? Donc, il y a éclatement des cellules dans un milieu qui contient une concentration élevée de NaCl. Alors, les spores, contrairement aux cellules végétatives, les spores, ils résistent aux fortes pressions osmotiques. Ça, c'est quelques exemples. Plus le pH, on peut citer aussi le pH, acide et alcalin. Les spores, elles résistent au pH et ainsi de suite. Ça, c'est quelques exemples concernant les agents physiques. Les agents chimiques, on peut citer les antiseptiques. Vous connaissez les antiseptiques en ce moment, avec les conditions de coronavirus, il y a plusieurs gens qui utilisent des antiseptiques pour laver ou bien désinfecter les mains. On ne dit pas stériliser les mains, mais on dit désinfecter les mains. Antiseptiques, ce sont des solutions qui tuent les micro-organismes. Alors, les spores, contraire, ils résistent aux les antiseptiques, pardon. Ils résistent aux antiseptiques. Ils résistent aux désinfectants, comme l'alcool. L'alcool, c'est un désinfectant, c'est pas un stérilisant. À ne pas confondre entre une solution stérilisante et une solution qui désinfecte seulement. Entre la définition, vous avez ces définitions-là dans votre polykopie du TP. C'est quoi une désinfection? C'est quoi une stérilisation? C'est différent. D'accord? Alors, lorsqu'on lave les mains, lorsqu'on met des antiseptiques dans les mains, on ne dit pas on a stérilisé les mains. C'est absurde, c'est archi faux. On dit on a désinfecté les mains. Donc, différence entre désinfecter et stériliser. Alors, les spores, ils résistent aux désinfectants comme l'alcool, le javel, le chlore, c'est aussi un désinfectant. Et les spores, ils résistent à ces solutions-là. Ils résistent aussi aux antibiotiques. Les antibiotiques, vous le savez que ce sont des solutions qui tuent les êtres vivants, les micro-organismes, les antibiotiques. Alors, les spores, ils résistent aux antibiotiques. Troisième propriété, après la thermorésistance, la résistance aux agents physico-chimiques, troisième propriété, c'est la synthèse des antibiotiques. Voilà une propriété qui est bénéfique au domaine de la santé publique. Alors, la plupart, ou bien la majorité des bactéries qui sporulent
les bactéries qui sporulent sont capables de synthétiser les antibiotiques. Alors, pourquoi elles synthétisent les spores, les antibiotiques? Pour se protéger. Alors, nombreuses bactéries sporulées, je dis bien et souligné sporulées, nombreuses bactéries sporulées sont capables de synthétiser les antibiotiques pour se protéger. Alors, cette synthèse des antibiotiques, elle se fait à la fin de la phase exponentielle. La phase exponentielle, ce mot-là, vous allez l'utiliser la semaine prochaine dans chapitre croissance. C'est quoi la phase exponentielle? C'est la phase où la bactérie connue son maximum de croissance. Le maximum, là où, le moment où la bactérie subit ou bien utilise le maximum de croissance, à ce moment-là, la fin de cette phase, il y aura synthèse des antibiotiques et l'engagement est réversible dans le phénomène de la sporulation. Donc, si on regarde cette phrase-là, on comprend pourquoi la spore synthétise les antibiotiques. Pour se protéger, la sporulation commence à la fin de la phase exponentielle. Donc, à ce moment-là, il y a synthèse des antibiotiques. Alors, je vais vous donner quelques exemples des antibiotiques que vous connaissez. Par exemple, la synthèse de bacitracine. La bacitracine, c'est une antibiotique très, très connue. Elle est synthétisée par le genre Bacillus qui sporule. C'est parmi les 3 genres qui sporulent, le genre Bacillus, exactement l'espèce Bacillus lanciniformis qui synthétise la bacitracine. Synthèse de polymixa, vous connaissez la polymixa, l'antibiotique. Cet antibiotique, il est synthétisé par Bacillus polymixa. Alors, voilà 2 exemples de antibiotiques synthétisés par le genre Bacillus, le genre parmi les 3 genres qui subissent la sporulation. Avec ça, on termine le paragraphe 5 du chapitre 3, qui est la sporulation, l'endospore, d'accord? Donc, on termine chapitre 3 et on va faire une petite conclusion avant de commencer chapitre 1, 2, 3, chapitre 4, la fin de cette partie-là. On va essayer de faire une petite conclusion concernant la structure qu'on avait au début du chapitre 3, la structure des bactéries. Et on a vu au début du chapitre 3 que cette structure est très complexe. On a vu la paroi, comment elle est composée, la composition chimique, la structure moléculaire, le rôle. On a vu la membrane cytoplasmique, les éléments inconstants. Tout ça indique que la structure des bactéries est très complexe. Effectivement, comme je viens de le dire, la composition chimique ainsi que la structure moléculaire des différentes constitutions qu'on a vues, à partir de la paroi jusqu'aux éléments inconstants, sont à mettre en relation avec leur rôle. Cette complexité, elle n'est pas due comme ça au hasard, mais elle est en relation avec les rôles de chaque constituant. Effectivement, 3e conclusion, les différentes constitutions qu'on a vues sont responsables de propriétés des bactéries. Je vais citer quelques propriétés. Par exemple, la forme. La forme, elle est due à la paroi, à la structure complexe de la paroi. La mobilité, elle est due aux éléments inconstants, surtout les flagelles. La coloration, elle est due à la membrane cytoplasmique qui laisse passer le colorant et c'est le cytoplasme qui subit cette coloration. La résistance, elle est due à quoi? On vient de le voir, aux spores, d'accord? Et quelques éléments aussi. Le pouvoir pathogène. Où se trouve le pouvoir pathogène? Il se trouve dans la capsule. Vous vous rappelez la capsule de la semaine dernière? Les échanges avec le milieu extérieur. Ça veut dire les échanges. C'est le transport qu'on a vu la semaine dernière. Il est dû à quoi, les échanges? Il est dû à la membrane cytoplasmique. Le métabolisme que vous allez étudier en biochimie, le métabolisme. Alors, tout ça, ces propriétés-là, elles sont dues à la structure complexe de la bactérie. Alors, ces structures
complexes ou bien ces différentes constitutions qui ont une structure complexe montrent la diversité bactérienne, témoignent l'origine, expliquent l'origine de la diversité bactérienne. Cette diversité bactérienne, elle est due à la variation des structures. Donc, c'est une petite conclusion de chapitre 3 qui montre la complexité de la cellule prokaryote, qui est la cellule bactérienne, le modèle de la cellule bactérienne. Cette complexité était à l'origine de la diversité bactérienne. Et ainsi, on termine le troisième chapitre, qui est le chapitre le plus long de ce cours-là, et qui montre la structure bactérienne. Il vous reste, pour compléter la structure bactérienne, on a vu la paroi, la membrane cytoplasmique, les éléments inconstants et les spores. Qu'est-ce qu'il vous reste pour terminer la structure bactérienne? Il vous reste le matériel héréditaire, qui est l'ADN. Alors, cette partie-là, vous allez le voir dans la deuxième partie, l'élément génétique bactérien, chapitre éléments génétiques bactériens. D'accord? Et comme ça, vous terminez la structure de la cellule bactérienne. Alors, et pour terminer la première partie, quatrième chapitre. Alors, concernant le quatrième chapitre, éléments de la taxonomie, c'est un chapitre qui est un peu difficile à votre niveau, mais tout ce que je vous demande de retenir, c'est que les définitions de l'espèce qu'on va voir et quelques éléments importants. D'accord? Alors, je ne vais pas brûler les étapes, je vais commencer rapidement le dernier chapitre de ce cours-là. Il faut que je termine aujourd'hui parce que mon collègue, la semaine prochaine, va reprendre le cours par la deuxième partie. Alors, quatrième chapitre, dernier chapitre de cette partie, éléments de la taxonomie bactérienne. Alors, il y a 5 petits paragraphes. On commence par donner les définitions. C'est quoi la taxonomie? On commence, premier paragraphe, petit 1, définition. Donc, là, on dit la taxonomie ou bien la taxinomie. Donc, c'est pas une faute d'orthographe, mais aussi c'est possible. Mais la taxonomie, c'est le nom le plus utilisé, la taxonomie. Mais aussi, on peut dire la taxinomie. Les deux sont valables. Alors, c'est quoi la taxonomie? Elle est composée, la taxonomie, ce mot-là, composé par 2 mots grecs. Le premier mot taxis, c'est-à-dire arrangement, ou bien ordonner, ou bien mettre en ordre, classer, arranger. Il y a plusieurs objets qui sont en désordre, par exemple, et vous voulez les arranger et vous les mettez en ordre. On appelle ça en grec, ça veut dire taxis. Alors, le mot nomos, taxonomie, donc taxis, arrangement, ou bien mettre en ordre. Nomos, ça veut dire loi, une loi. Alors, si on rassemble les 2 mots, taxis, nomos, ça veut dire arranger, mais pas n'importe comment, selon une loi. C'est ça la taxonomie. C'est l'arrangement, ou bien la mise en ordre selon une loi bien particulière. On appelle ça taxonomie. Alors, la définition exacte de la taxonomie, on appelle ça la systématique, ça aussi c'est valable, et la science de la classification biologique. Entre parenthèses, cette définition que je viens de vous donner n'est pas utilisée seulement pour les bactéries. La taxonomie, c'est la définition pour tous les êtres vivants, végétal, animal et bactérien, ou micro-organismes. D'accord? Donc, c'est quoi la taxonomie? C'est la science, c'est une science, et la science de la classification biologique. On classe les êtres vivants biologiques selon des lois, selon des ordres bien particuliers. On appelle ça, c'est une science, on appelle ça classification biologique. Alors, ça c'est la définition en général. Et maintenant, petit 2, je parle de la taxonomie bactérienne. La taxonomie bactérienne, la taxonomie bactérienne consiste à caractériser, on commence par caractériser les bactéries, étudier les bactéries, mettre en évidence leur caractère, d'accord? Ça veut dire caractériser les bactéries. Après, on va les classer, ces bactéries-là, on va les classer, on va les arranger, on va les mettre en ordre, taxis, on va les classer selon la base de leur similitude. Ça veut dire similitude, ça veut dire ressemblance, d'accord?
les bactéries qui se ressemblent, on va les mettre à part, on va les grouper, on va les mettre en groupe de bactéries selon leur similitude, c'est-à-dire leur ressemblance. Ce groupement, ou bien cette classification, se fait en taxon. Taxon, ça veut dire groupe. Donc, c'est ce qu'on appelle le genre, espèce, famille. Je vais vous donner tout à l'heure la définition de chaque taxon. On appelle ça les groupes dans lesquels on a mis, ou bien on a classé les bactéries selon leur base de similitude. On les appelle des taxons. Après, on va identifier les nouveaux organismes qu'on vient de les caractériser et on va les identifier et déterminer leur appartenance, c'est-à-dire il appartient à quelle espèce connue. Donc, on va essayer soit de les faire appartenir à des espèces qui sont déjà connues, sinon on va leur donner un nom. Et c'est ce qu'on appelle la nomenclature. Est-ce que vous entendez parler de la nomenclature? C'est quoi la nomenclature? C'est donner un nom à un être vivant. Donc, c'est troisième étape. Donc, avant d'enlever, je vais récapituler. J'ai donné la définition de la taxonomie en général concernant tous les êtres vivants et j'ai parlé particulièrement aux bactéries. Donc, la taxonomie bactérienne consiste premièrement à caractériser les bactéries, à les classer selon leur ressemblance, similitude, en taxons, en groupes taxons, et identifier les nouveaux organismes, micro-organismes, et déterminer s'ils appartiennent ou non, est-ce qu'ils appartiennent ou non à des espèces qui sont déjà connues. S'ils n'appartiennent pas à des espèces qui sont déjà connues, on doit continuer et donner un nom, ce qu'on appelle la nomenclature. Pour la nomenclature, on doit appliquer le code international. On ne doit pas donner un nom comme ça, mais on doit respecter un code. Ce code-là est un code international. Il est utilisé pour la nomenclature bactérienne. Ce code, on l'appelle le système binomial, c'est-à-dire B, ça veut dire deux noms. Ce nom-là, ce système-là, entre parenthèses, Linné, c'est quoi Linné? C'est le savant, c'est un biologiste suédois qui a proposé ce système binomial pour les micro-organismes. Seulement pour les micro-organismes, il y a deux noms. Le premier nom, d'ailleurs le nom d'un micro-organisme, on l'écrit toujours en italique. Alors, pour être des vrais scientifiques, pour écrire une espèce, vous le mettez en italique, toujours. Le nom latin, c'est un nom latin, en italique, comprend deux parties. La première partie, on l'appelle le nom générique. Le nom générique, ça veut dire le nom du genre. Il commence toujours par une majuscule. Vous devez commencer le nom générique, le nom du genre, par une majuscule. Le deuxième nom, on l'appelle l'épithète. Il est spécifique, il doit être en minuscule. Alors, je vous donne un exemple et vous allez comprendre. Par exemple, comment écrire Escherichia coli. L'espèce Escherichia coli en italique. Alors, Escherichia avec E majuscule, Escherichia coli, coli toujours minuscule. D'accord? Le premier Escherichia, c'est le nom générique. Coli, c'est l'épithète spécifique. Voilà les grandes lignes. Je fais que simplifier les grandes lignes de la taxonomie bactérienne. À connaître ça. Donc, la taxonomie bactérienne commence par la caractérisation, le groupement en taxon, l'identification de nouveaux organismes et la nomenclature qui est donner un nom selon un code international et appliquer le système binomial pour les micro-organismes qui comprend deux noms, deux parties. Le nom comprend deux parties, le nom générique et l'épithète. Alors, troisième paragraphe de cette taxonomie bactérienne, c'est le principe. Et ça que vous devez connaître, autant que scientifique, autant que microbiologiste, connaître ce que je viens de dire, le principe de la taxonomie bactérienne. Donc, après définition, on a défini la taxonomie en général, non seulement pour le micro-organisme, mais en général, on a donné une définition de la taxonomie. Deuxième paragraphe, à quoi consiste la taxonomie bactérienne? Et troisième paragraphe, pour suivre le plan, le principe de cette taxonomie.
Alors, qu'est-ce qu'il dit le principe de la taxonomie bactérienne? Il dit que tout individu appartient à une espèce. Tout individu, un micro-organisme, n'importe quel micro-organisme, doit appartenir à une espèce. L'espèce, les espèces qui sont proches, on les groupe en genres. Et c'est ça les taxons. Espèces, genre, ce sont les taxons. Alors, les espèces qui sont proches, on les groupe en genres. Troisième principe, les familles. C'est quoi les familles? Les familles, c'est les individus qui présentent des similitudes et forment un ordre. Un groupe appelé ordre contient les familles. Donc, c'est l'ensemble des genres, les familles, l'ensemble des genres qui présentent des ressemblances et sont formés en ordre. Donc, espèce, genre, famille, ordre. Les ordres qui ont les mêmes parents apparentés, que ça veut dire apparentés? Ils ont les mêmes parents, sont des frères. Les ordres qui sont apparentés, les mêmes parents, sont rangés en classe, en une classe. Donc, la classe, elle contient les ordres qui ont les mêmes origines, les mêmes parents. Donc, espèce, genre, famille, ordre, classe. De plus petit au plus grand. Donc, je viens de citer les différents taxons possibles. Les classes maintenant, les classes, c'est quoi les classes on a dit? C'est les ordres qui ont les mêmes origines, apparentées. Les classes qui sont semblables, on peut les réunir ou bien les grouper en une division ou bien phylum. C'est le taxon le plus grand, le phylum ou bien la division. Alors, à l'intérieur d'un phylum, il y a des classes. À l'intérieur d'une classe, il y a des ordres. À l'intérieur d'un ordre, il y a des familles. À l'intérieur d'une famille, il y a des genres. À l'intérieur des genres, il y a des espèces. Donc, les espèces sont groupées en genres. Les genres sont groupés en familles. Les familles sont groupées en ordre. Les ordres groupés en une classe. Et les classes sont groupées en une division, ou bien en des divisions, ou bien phylum. Est-ce que vous avez, c'est ça ce qu'on appelle les taxons. Est-ce que vous avez compris? Madame, s'il vous plaît. Oui. Madame, on ne dit pas des embranchements? Il n'y a pas cette notion? Mais c'est un taxon qui n'est pas bien très utilisé. Je viens de citer seulement les taxons les plus utilisés. Espèce, genre, famille, ordre, classe et division. Ou bien embranchement. On peut trouver le mot embranchement. Mais les plus connus, c'est ce que je viens de citer. D'accord? D'accord, madame, merci. Alors, je continue. Quatrième paragraphe, c'est la définition de l'espèce. Et c'est ça qui commence les choses importantes. Alors, l'unité taxonomique. Et regardez, je n'ai pas utilisé l'unité taxonomique bactérienne. Je dis taxonomique pour tous les êtres vivants. Alors, l'unité taxonomique pour tous les êtres vivants, non seulement les bactéries, c'est l'espèce. Donc, il sera important de donner la définition de l'espèce. Alors, je commence par l'espèce biologique, pour tous les êtres vivants, biologiques. L'espèce biologique, non seulement l'espèce bactérienne. L'espèce biologique, c'est quoi? C'est un ensemble d'individus qui présentent un haut degré de ressemblance phénotypique. Qu'est-ce que ça veut dire phénotypique? C'est les caractères qu'on peut voir. Lorsque je dis par exemple l'espèce humaine, les hommes, l'espèce humaine. D'accord? L'homme avec femme et homme. Ils ont des ressemblances phénotypiques. Ils représentent une espèce. Ça, c'est la définition biologique, de l'espèce biologique. D'accord? Vous me suivez? Il y a aussi une autre, pour compléter la définition, il y a aussi une autre notion de l'espèce biologique et se base, cette notion-là, sur l'interfécondité. À l'intérieur de l'espèce biologique, il faut que les gens, les individus qui sont à l'intérieur de l'espèce, ils doivent être interfécondés, c'est-à-dire ils doivent se féconder entre eux. S'il n'y a pas l'interfécondité, ce n'est pas une espèce.
Pour que les individus doivent appartenir à la même espèce, ils doivent avoir la notion de l'interfécondité. Ça aussi, une définition de l'espèce biologique. On appelle ça la patrimoine héréditaire, pour que la patrimoine héréditaire soit respecté. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Oui ou non? Vous avez une notion? Ce qui concerne l'interfécondité pour compléter la définition de l'espèce biologique. Attention. Oui? Oui, je vais répéter. Alors, ne tenez pas compte des micro-organismes. Je suis en train de parler de tous les êtres vivants. D'accord? Alors, tous les êtres vivants, la définition de l'espèce, elle est complétée par ces deux phrases que je viens de citer. Premièrement, pour dire qu'une espèce biologique, il faut que les individus à l'intérieur de la même espèce doivent avoir un haut degré de ressemblance phénotypique. La phénotypie, vous comprenez que ça veut dire la phénotypie? Vous avez entendu ce mot-là avant? La phénotypie. Oui. Oui ou non? Non, non, madame. Non, madame. La phénotypie, au fur et à mesure que vous passez dans votre parcours de l'essence, vous allez entendre ce mot-là. La phénotypie, c'est quoi la phénotypie? C'est les caractères apparents qu'on peut le voir. D'accord? Tout ce qu'on peut voir comme caractère, comme forme, la dimension, la taille, tout ça, on appelle ça le ressemblance phénotypique. Alors, pour que un ensemble d'individus appartient à la même espèce, ils doivent avoir un haut degré de ressemblance phénotypique. On ne va pas rentrer à l'intérieur de l'ADN pour savoir est-ce qu'ils ont le même ADN. Mais seulement la ressemblance phénotypique peut définir une espèce biologique. Alors, il y a la notion de l'interfécondité, la deuxième phrase, qui complète la définition de l'espèce biologique. D'accord? L'interfécondité, c'est quoi? Il faut que les individus qui appartiennent à la même espèce, ils doivent avoir la notion de l'interfécondité. La fécondité doit être possible entre les individus de la même espèce. Je parle des espèces biologiques, des êtres vivants supérieurs, plantes et les animaux. Bien sûr, l'homme fait partie. Quand je dis espèce humaine, espèce des chiens, d'accord? Pas les races, je ne parle pas des races. Toutes les races des chiens composent l'espèce des chiens. La fécondité doit être possible entre les individus de la même espèce. Sinon, il y aura des descendants qui seront stériles. Tout ça pour garder ce qu'on appelle la patrimoine héréditaire. Parce que la fécondité entre deux individus qui n'appartiennent pas à la même espèce donne un individu stérile. Est-ce que vous avez une idée sur ça? J'en suis sûre que vous connaissez ça. Non? Oui, madame. Oui, madame. Ça, c'est clair, tout le monde le sait. D'accord? Deux individus qui n'appartiennent pas à la même espèce, ils donnent, lorsqu'il y a fécondité entre deux espèces qui n'appartiennent pas, deux individus qui n'appartiennent pas à la même espèce, ils donnent un individu stérile. D'accord? Donc ça, entre parenthèses, pour que ce soit clair pour tout le monde, je parle de la définition de l'espèce des êtres vivants supérieurs. Chose qui est impossible pour les micro-organismes. Pourquoi? Parce que les micro-organismes n'ont pas une division sexuée. Ils ont une division asexuée. Ils sont des organismes haploïdes. D'accord? Donc, on ne peut pas appliquer la définition de l'interfécondité pour les micro-organismes. Les micro-organismes n'ont pas une reproduction sexuée. Ils ont une reproduction asexuée. Pourquoi? Parce qu'ils sont des micro-organismes haploïdes. Généralement, la division se fait est appelée la division binaire. Deux cellules, une cellule mère donne par une division binaire, il n'y a pas de mâle et femelle entre les bactéries, une cellule mère se divise et donne deux cellules filles.
ce qu'on appelle la division binaire. D'accord? Et pourquoi? Parce que les bactéries, ce sont des micro-organismes haploïdes. Un seul chromosome. Est-ce que vous me suivez? Oui ou non? Oui, madame. D'accord? Alors, on ne peut pas, par conséquent, on ne peut pas appliquer la définition de l'interfécondité pour définir c'est quoi une espèce microbienne. Donc, une espèce microbienne, il aura une définition à part. Donc, la définition que j'ai donnée en haut, c'est pour les êtres vivants supérieurs, les plantes et les animaux. Mais pour les micro-organismes, et surtout les bactéries, la définition d'espèce va être un petit peu différente. D'accord? Alors, ainsi, la dernière phrase, ainsi, pour définir une espèce bactérienne, les taxonomistes, c'est quoi les taxonomistes? C'est les gens qui étudient la taxonomie, sont amenés à fixer une limite arbitraire, qui n'est pas bien claire, des différences à partir de laquelle deux types doivent être classés en deux espèces différentes. Donc, les taxonomistes doivent fixer une limite arbitraire, c'est-à-dire qui n'est pas réelle, pour définir deux types qui doivent appartenir à deux espèces différentes. Donc, on va essayer de définir l'espèce bactérienne. Ainsi, donc, ces types biologiques, on les appelle des biotypes. Les types biologiques, on les appelle des biotypes. Alors, un biotype, c'est un groupe d'individus qui possèdent le même patrimoine héréditaire et ayant en commun la grande majorité de leurs caractères. D'accord? Ce qu'on appelle un biotype. Alors, le biotype dérive du clone. Donc, un biotype, donc c'est des groupes qui ont été fixés d'une façon arbitraire par les taxonomistes. Donc, un biotype étant un groupe d'individus qui ont le même patrimoine héréditaire et qui ont la majorité de caractères en commun. D'accord? Le biotype, il dérive du clone. Et c'est quoi le clone? Le clone, c'est la population bactérienne qui était issue de la même et unique cellule après la division, après plusieurs divisions binaires. Plusieurs divisions binaires, on va prendre une bactérie qui va se diviser plusieurs fois, il donne une population énorme. Vous savez que la bactérie se divise plus vite, rapide et donne des populations énormes. La population énorme, on appelle ça un clone. D'accord? Un clone qui dérive de biotype. Alors, les souches, c'est quoi les souches? Cette population bactérienne issue d'un clone est appelée souche bactérienne. Parce que vous avez entendu ce mot-là, souche, plusieurs fois, pendant le cours, pendant le TD, pendant aussi le TP. Et ne confondez pas espèce bactérienne et souche bactérienne. D'accord? La souche bactérienne, c'est, ou bien l'espèce bactérienne, c'est l'ensemble des souches. Alors, je viens peu à peu et j'arrive à la fin pour vous donner la définition de l'espèce. Alors, je continue. La souche, c'est quoi la souche? C'est la population issue d'un clone. Et si je reviens en arrière, en haut, c'est quoi un clone? C'est la population donnée par la même et unique cellule après plusieurs divisions binaires. D'accord? Donc, un clone est appelé l'ensemble, ou bien la population d'un clone est appelée souche bactérienne. Les individus d'une souche sont en principe identiques, sauf cas de mutation. Cette phrase est importante. Vous connaissez ce que ça veut dire les mutations? D'accord? Les mutations. Vous allez étudier ça. Oui, et vous allez l'étudier d'une façon plus claire dans la génétique peut-être cette année, ou bien en S4. Vous aurez la génétique en S4 ou bien en S3, je ne me rappelle plus. Et vous allez bien étudier le mot mutation, c'est le changement d'une base de l'ADN. D'accord? Alors, sauf en cas de mutation, les individus
d'une souche sont en principe identiques. Et je reviens, la dernière phrase, à l'espèce. C'est quoi une espèce bactérienne? Cette fois-ci, je suis en train d'expliquer l'espèce bactérienne. C'est pas comme tout à l'heure, lorsque j'ai donné la définition d'espèce biologique. Maintenant, l'espèce bactérienne, ou bien prokaryote. Une espèce bactérienne regroupe les souches bactériennes présentant une grande similitude de caractère. D'accord? Donc, à partir de ce que je viens de dire, maintenant, vous avez une idée plus ou moins claire que ça veut dire une souche, que ça veut dire un clone, que ça veut dire un biotype. D'accord? Donc, si je vais expliquer, mais cette fois-ci du bas en haut, donc je vais commencer par l'espèce. C'est quoi une espèce bactérienne? L'espèce, par exemple, quand je dis Escherichia coli. Escherichia coli, c'est une espèce. C'est quoi Escherichia coli? C'est l'ensemble des souches, plusieurs bactéries qui ont une grande similitude, une grande ressemblance. Et d'où viennent les souches? Les souches, c'est quoi? C'est la population d'un clone. Et c'est quoi un clone? Un clone, il provient d'une bactérie qui a subi plusieurs divisions binaires. D'accord? Et le biotype, c'est l'ensemble des clones qui gardent le même patrimoine héréditaire. Le patrimoine héréditaire ne doit pas être touché entre souche, clone et espèce. Ce qui va être différent entre espèce, souche, clone, c'est seulement les caractères phénotypiques, mais le même patrimoine héréditaire. Je sais que c'est pas facile, la taxonomie, c'est parmi les sciences les plus compliquées, difficiles, mais vous pouvez retenir l'essentiel de ce que je viens de dire. D'accord? Donc, on ne peut pas rentrer en détail dans la taxonomie, comme je dis tout à l'heure, c'est une science très compliquée, mais retenir la base de la taxonomie, c'est comprendre que ça veut dire les taxons, genre, espèce, etc. Définir une espèce, connaître que l'espèce, c'est l'unité taxonomique, que ce soit pour les êtres vivants supérieurs ou bien les êtres vivants inférieurs. Essayer de savoir, autant que scientifique, la définition d'une espèce biologique pour les êtres vivants supérieurs. Et c'est quoi une espèce bactérienne pour les prokaryotes, différencier entre espèce, souche, clone. Et si vous arrivez à faire ça, c'est déjà pas mal concernant la taxonomie, qui est une science très grande et énorme et très compliquée. Est-ce que c'est clair? J'espère. Un peu. Oui? Oui, madame. Alors, dernier paragraphe, le 6e paragraphe, c'est encore plus difficile que les 5 qu'on vient de citer, qu'on vient d'étudier, mais tout ce que je peux vous dire, de retenir l'essentiel. Le 6e paragraphe du chapitre 4 ne va pas être contenu dans le contrôle. Je ne vais pas vous donner des questions concernant le 6e paragraphe que je vais commencer. Parce que c'est pas de votre niveau, c'est un cours de master que j'ai simplifié que je donne aux étudiants de master, mais j'ai résumé pour vous quelques notions des différents types de taxonomie. Alors, je reprends le 6e paragraphe, non seulement la totalité de chapitre 4, seulement le 6e paragraphe du chapitre 4 ne sera pas donné dans les contrôles. D'accord? Retenir seulement l'essentiel du 6e chapitre, les différents types de taxonomie. Dans ce paragraphe 6e, je vais donner les différentes taxonomies et je vais commencer par la taxonomie classique. Ça veut dire classique, ça veut dire traditionnelle, ancienne. La taxonomie classique, elle se base sur les caractères phénotypiques seulement, parce que à l'époque, il n'y avait pas encore la notion de la biologie moléculaire. On n'arrive pas par les moyens qu'on a il y a longtemps, on n'arrive pas à étudier les caractères de l'ADN.
Donc, on se base sur les similitudes. Similitudes, ça veut dire ressemblance des caractères phénotypiques. Et cette classification classique, microbienne classique, a été utilisée depuis 1872. Regardez la date, c'est vraiment très ancien. Le développement scientifique n'était pas assez développé, donc on n'arrive pas à identifier les bactéries. Alors, depuis 1872 jusqu'aux années 60, c'est à partir des années 60 où il y a le développement de la biologie moléculaire. Alors, pendant ces années-là, on se basait seulement sur la taxonomie classique, la taxonomie ancienne. C'est la similitude des caractères phénotypiques. Cette taxonomie, il comprend nombreux paramètres. Les caractères morphologiques, la forme et structuraux, la capsule, ce qu'on vient d'étudier. Les caractères morphologiques sont insuffisants pour permettre de bien identifier les bactéries. Malgré qu'ils sont insuffisants, mais ils constituent un premier regroupement pour commencer, les gens qui commencent, les taxonomistes qui commencent à identifier, ils doivent passer par ces critères morphologiques. Ils sont insuffisants, mais ils sont importants en même temps. D'accord? Parce qu'ils représentent une étape importante. Mais ils ne sont pas sujets à ils peuvent être variés dans l'espace. On peut aussi citer les critères biochimiques, comme la fermentation des glucides, d'accord, la dégradation des protéines, on appelle ça critères biochimiques ou bien métaboliques. Alors, je viens de citer les critères qui sont étudiés pendant la taxonomie classique. Alors, j'ai commencé par les critères morphologiques et structurants. Je disais que sont insuffisants, mais ils sont importants, suivis par les critères biochimiques, dégradation des protéines, fermentation des glucides, dégradation des lipides. Il y a aussi les critères immunologiques, les sérotypages, c'est l'étude des antigènes. On peut rassembler les bactéries qui ont les mêmes antigènes, on dit sérotypage, c'est-à-dire former des sérotypes. Un sérotype, c'est les souches qui ont un même anticorps, ou bien un groupe d'anticorps, les mêmes groupes d'anticorps. On appelle ça sérotype. Donc, un sérotype, un groupe de souches présentant les mêmes réactions avec un même anticorps. Les souches du même sérotype peuvent appartenir à la même espèce. Il y a aussi les critères lysotypie. C'est la fixation de bactériophages. La fixation des bactériophages, il présente une protéine spécifique pour un phage bien particulier. On parle de lysotypie, c'est-à-dire les bactéries qui ont les mêmes ou qui sont capables de fixer le même phage, on les appelle ou bien ils appartiennent au même groupe de lysotypes. Alors, sérotype et lysotype, elles se basent sur le caractère antigène et fixation des bactériophages. Tout ça, c'est dans la taxonomie classique. Donc, on ne rentre pas dans les détails. Dans la taxonomie classique, vous pouvez retenir ce qui est écrit en bleu, les caractères morphologiques, les caractères biochimiques, les caractères immunologiques et les critères lysotypiques. Alors, deuxième taxonomie, c'est la taxonomie moléculaire. Et c'est quoi moléculaire? Cette fois-ci, on va rentrer dans les molécules. Tout à l'heure, c'était classification, bien taxonomie classique. Donc, on se base seulement sur les caractères phénotypiques. C'est une taxonomie très ancienne. Mais à partir des années 60, lorsqu'on a commencé à étudier les êtres vivants à partir de leurs molécules, c'est là où l'apparition pour la première fois de la naissance de la taxonomie moléculaire. Dans la taxonomie classique, l'étude du phénotype ne donne qu'une formation incomplète. Les caractères morphologiques, biochimiques, ce que je viens de citer, ne traduisent pas une grande identité des génomes. Ils ne traduisent qu'une faible portion du génome. Vous comprenez que ça veut dire un génome? Un génome, c'est l'ensemble des gènes.
Alors, les caractères morphologiques, biochimiques, sérologiques, etc., ne traduisent qu'une faible portion du génome. Alors, c'est pourquoi les approches moléculaires sont nécessaires dans la taxonomie bactérienne. Il devient nécessaire. Il complète la taxonomie moléculaire, il complète la taxonomie classique de tout à l'heure. Les techniques moléculaires, que vous allez voir surtout dans la biologie moléculaire, représentent un complément indispensable aux méthodes classiques. Ils sont devenus possibles depuis le développement des méthodes génétiques. Donc, depuis le développement, à partir des années 60, depuis le développement, la naissance des techniques moléculaires, après le développement des méthodes génétiques, les techniques moléculaires complètent et devient un complément indispensable dans la taxonomie. Alors, les approches moléculaires, la dernière phrase est importante, c'est quoi les approches moléculaires? Elles concernent l'étude de deux grands macromolécules biologiques, c'est les protéines et les acides nucléiques. On appelle, pour votre connaissance générale, on appelle protéines et acides nucléiques des macromolécules biologiques. Retenir ce mot-là, les macro ça veut dire grande, les macromolécules biologiques. Si jamais vous voyez ce mot-là, c'est quoi les macromolécules biologiques? C'est les protéines et les acides nucléiques. Et quand je dis les acides nucléiques, c'est l'ADN et l'ARN, les deux molécules. Alors, retenir les macromolécules biologiques, c'est les protéines et les acides nucléiques, l'ADN et l'ARN. Alors, les approches moléculaires, c'est quoi? C'est l'étude de ces macromolécules biologiques, tout simplement. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la taxonomie moléculaire. Alors, je vais essayer de vous donner quelques techniques. Alors, les techniques qui se basent sur la comparaison des protéines, comme vous le savez, il y a plus de 2000 protéines différentes chez les bactéries. C'est une source d'information très riche. Dans la bactérie, il y a plus de 2000 protéines différentes. Je parle de différentes protéines. Alors, plusieurs façons de comparer les protéines. Il y a des manières directes et des manières indirectes de comparer les protéines. Les manières directes, ou bien les méthodes directes, tout simplement, on compare les séquences en acides aminés. Vous savez que les protéines, vous avez déjà commencé, vous avez déjà étudié les protéines en biochimie. Les protéines, elles se composent par des acides aminés. Si on compare les acides aminés de deux protéines, c'est comme on a comparé deux protéines. Donc, tout simplement, on va comparer les séquences en acides aminés. C'est une méthode de la comparaison des acides aminés consiste les protéines qui ont la même fonction et comme ça, vous aurez à voir des notions concernant la parenté. Donc, si vous comparez deux protéines qui ont la même fonction pour deux espèces, vous allez avoir des notions concernant leur apparenté. Est-ce qu'elles ont les mêmes origines? D'accord? Elles donnent des informations concernant l'origine de deux individus. Mais, cependant, le séquençage des protéines, c'est une technique longue et coûteuse, qui coûte très cher et qui est une technique qui n'est pas difficile. Donc, elle est délaissée, on ne l'utilise plus dernièrement, on n'utilise plus le séquençage des protéines. On utilise surtout le séquençage des acides nucléiques, l'ADN et l'ARN. Donc ça, avant d'enlever, c'est la méthode qui consiste à comparer les acides aminés des protéines. Je répète, c'est une méthode efficace, mais elle est délaissée. On n'utilise plus actuellement parce qu'elle est longue et coûteuse. Ce qu'on utilise actuellement, c'est au lieu de comparer les séquences en acides aminés, on va comparer les protéines cellulaires totales. Cette technique-là, elle est connue sous son nom en anglais, SDS-PEG. C'est une méthode qui consiste à analyser toutes les protéines cellulaires. Cette méthode donne des informations sur l'analogie des souches. On peut comparer même à l'intérieur de l'espèce, qui est les souches et les sous-espèces. Ce qui montre que cette méthode, elle est très fiable, elle est très sensible. D'accord? En comparant les protéines totales de la bactérie, on appelle cette technique
STS-PG. Cependant, la reproductibilité, vous connaissez ce que ça veut dire la reproductibilité? C'est-à-dire, si on veut recommencer la technique, c'est difficile d'avoir les mêmes résultats. On appelle ça reproductibilité. Refaire la technique plusieurs fois et donne même résultat, c'est une caractère très importante pour une technique donnée. On appelle ça la reproductibilité. Alors, la reproductibilité pour cette technique-là, elle n'est pas facile, elle n'est pas standard, d'accord? Alors, par conséquent, à cause de ces inconvénients, les approches basées sur la comparaison des protéines sont délaissées, on va les laisser, et on va prendre les méthodes qui consistent à comparer les acides nucléiques sont mieux que les méthodes qui consistent à comparer les protéines. C'est ça que ça veut dire la phrase en bleu. C'est-à-dire actuellement, on compare ou bien on utilise les techniques qui comparent les acides nucléiques mieux que les méthodes qui comparent les protéines. Pourquoi? Parce que les méthodes qui comparent les protéines sont difficiles à réaliser. Donc, deuxième partie, c'est les techniques basées sur l'analyse des acides nucléiques. Quand je dis acides nucléiques, c'est aussi bien l'ADN que l'ARN. Alors, ces méthodes-là, on commence par comparer le pourcentage de GC. Vous connaissez le GC, c'est le guanine et le cytosine qui composent les bases azotées pour les molécules de l'ADN. Cette technique-là, le pourcentage, on l'appelle le pourcentage de GC, ou bien on l'appelle aussi le coefficient de Chargaff, c'est-à-dire le savant qui a réalisé cette technique-là. La technique de Chargaff, ou bien le pourcentage de GC, elle est basée sur l'évaluation quantitative, la quantité. On va étudier, on va donner la quantité de deux groupes de bases azotées, GC et AT, guanine, cytosine et aténine et thymine, en spectrophotométrie à ultraviolet de 260 nanomètres. On va étudier la quantité de GC. Le coefficient de GC, le pourcentage, c'est le nombre de couples guanine-cytosine multiplié par 100 couples de base dans l'ADN de la bactérie étudiée. Donc, la formule en rouge simplifie cette phrase compliquée. Le pourcentage GC, c'est quoi? C'est le GC de toute la bactérie sur le GC plus le AT fois 100. D'accord? Ce pourcentage-là, chez les bactéries, il varie entre 30 à 75%. Alors, pour dire que deux souches appartiennent à la même espèce, il faut que ce pourcentage soit inférieur à 5%. Donc, on est en train d'étudier deux bactéries inconnues par leur pourcentage en GC. Si ce pourcentage est inférieur à 5%, on peut dire que ces deux bactéries appartiennent à la même espèce. D'accord? Notion d'espèce base sur le pourcentage de GC. C'est la première technique utilisée par les acides nucléiques. Deuxième technique, c'est l'hybridation ADN-ADN. Alors, c'est quoi l'hybridation? Vous savez que l'ADN est formé par deux brins homologues. Vous savez ça. Si vous le savez ça, c'est déjà pas mal. Oui ou non? Oui, madame. Oui. Alors, les deux brins homologues, on peut les séparer. On peut séparer par chauffage ou bien par acide, on peut séparer les deux brins homologues. On appelle la séparation la dénaturation, ce qu'on appelle la dénaturation. D'accord? C'est la séparation des deux brins homologues de l'ADN. Alors, la dénaturation. Alors, si on revient aux conditions normales, c'est-à-dire le refroidissement, les deux brins, ils peuvent se réapparaître, c'est-à-dire se coller, entre guillemets. Le réappareillement, c'est le contraire de la dénaturation. Le phénomène est appelé renaturation in vitro. In vitro, c'est-à-dire expérimentalement, au laboratoire. Ce phénomène-là ne peut pas être in vivo. Donc, on peut, je résume les deux phrases, on peut séparer les deux brins homologues par chauffage, on appelle ça dénaturation. On peut, si on revient aux conditions normales, refroidissement,
les deux brins d'ADN peuvent se réapparaître, c'est-à-dire réassocier, et le phénomène est appelé renaturation. Donc, dénaturation, renaturation. Si vous comprenez ça, c'est déjà pas mal. Ça, c'est la base de la technique qui est l'hybridation ADN-ADN. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette propriété importante de l'ADN? On va essayer de prendre deux bactéries d'origine différente, et on va prendre pour la bactérie A un brin d'ADN et pour la bactérie B un autre brin d'ADN, et on va essayer de renaturer les deux brins d'ADN d'origine différente. On appelle ça hybridation. Pourquoi hybride? Parce que les deux brins d'ADN, ils proviennent de deux bactéries différentes. D'accord? Hybridation, c'est le phénomène de la renaturation, mais les deux brins d'ADN proviennent de deux bactéries différentes. Est-ce que vous avez compris ça? Oui, madame. Plus ou moins. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle hybridation. Alors, pour comparer deux bactéries différentes, on va se baser sur cette hybridation. Si, à votre avis, les deux bactéries sont totalement différentes, est-ce qu'il y aura la renaturation? Est-ce que la renaturation, c'est-à-dire le réappariement des deux brins, va être possible? À votre avis? Vous avez compris ma question? Non? Vous pouvez répéter, madame, s'il vous plaît? Alors, c'est deux bactéries différentes, totalement différentes. On va prendre un brin d'ADN de la bactérie A et un brin d'ADN, d'accord, de la bactérie B. La bactérie A et la bactérie B sont différentes. Est-ce qu'il y aura réappariement? Est-ce qu'il y aura renaturation? Non. Non, parce que les deux bactéries sont différentes. S'il y a renaturation, qu'est-ce qu'on va dire? S'il y a réappariement entre le brin d'ADN de la bactérie A et le brin d'ADN de la bactérie B, qu'est-ce qu'on va dire? On dit que les deux brins sont homogènes. Ils sont les mêmes, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le pourcentage d'hybridation. D'accord? Plus le pourcentage d'hybridation est grand, plus la bactérie A et la bactérie B se rapprochent. Et c'est ça, si vous arrivez à comprendre ça, c'est déjà pas mal. L'ADN formé entre A et entre B, on l'appelle l'ADN hybride. Hybride, ça veut dire provient de deux bactéries différentes. Ainsi, la dernière phrase, plus deux espèces sont proches, l'exemple que je donnais tout à l'heure avec la bactérie A et la bactérie B, plus ils sont proches génétiquement, plus leur séquence de base se ressemble, ce qui est normal. Donc, le degré d'homologie est grand, homologie entre les deux brins. Plus il est facile de former ce qu'on appelle l'ADN hybride. Est-ce que cette phrase est claire? Je crois que oui, hein? Oui, madame. Oui. Bien. Madame? Oui. Est-ce qu'il est possible de faire l'hybridation entre des ADN, des monobrins d'ADN d'espèces différentes, alors qu'ils ont la même séquence, c'est-à-dire des séquences complémentaires? S'ils sont différents, ils n'auront pas les mêmes séquences. Ah, S'ils sont très différentes, il n'y aura jamais ADN hybride. On ne peut pas former un ADN hybride. D'accord? On ne peut former un ADN hybride que les deux espèces sont proches. Et le pourcentage de formation de l'ADN hybride nous donne une idée sur le taux de rassemblement. Ce que je viens de dire, hein, la dernière phrase. Le pourcentage de l'ADN hybride doit être entre 70 à 100. S'il est inférieur à 70, ça veut dire que les deux souches sont totalement différentes. La dernière phrase,
va répondre à la question de la dernière question, qui m'a donné la dernière question. Chez les entérobactéries, on considère que, c'est-à-dire les bactéries, on considère que deux souches appartiennent à la même espèce, ils doivent avoir un taux d'hybridation ADN-ADN compris entre 70 à 100. S'il n'est pas compris entre 70 à 100, il n'appartient pas à la même espèce. C'est clair? Alors, j'ai assez dit concernant l'hybridation. Alors, je continue pour pouvoir commencer. L'avant-dernière technique, une technique très utilisée actuellement, c'est l'analyse d'un ADN qui code pour les ARN ribosomaux. Vous connaissez l'ADN, l'ARN ribosomaux, c'est l'ARN qui se trouve dans les ribosomes. C'est un ARN très important qui se trouve chez tous les êtres vivants. Chez les prokaryotes, le gène qui code pour cet ARN, c'est un opérant, on l'appelle opérant, ensemble des gènes. Souvenez bien de ces mots-là lorsque vous allez étudier la biologie moléculaire. Donc, la dernière technique, c'est le séquençage et l'analyse des ARN de l'ADN qui code pour les ARN ribosomaux. C'est un outil, donc j'ai essayé de donner le schéma, le gène qui code pour les ARN ribosomaux, il est organisé en opérants, le mot en rouge, ça veut dire un opérant. Un opérant, c'est un ensemble de gènes. Regardez le schéma, il y a 3 gènes, ADN 16S, ADN 23S et ADN 5S, 3 gènes. Donc, un opérant, c'est l'ensemble des gènes qui codent pour la même fonction. Si vous avez un stylo devant vous, vous notez cette définition, vous allez le voir en biologie moléculaire, que ça veut dire un opérant, ensemble des gènes qui codent pour la même fonction. Vous comprenez que ça veut dire coder, un gène qui code pour une fonction. Alors, je suis en train d'expliquer un petit peu, je rentre dans la biologie moléculaire, hein, c'est un peu de la biologie moléculaire que vous allez voir cette année-là, ou bien en S4 je crois, en S5, pardon, en S5, l'année prochaine. En S4, vous allez voir la génétique. En S5, vous allez étudier la biologie moléculaire, c'est vraiment les mots que je viens de citer, c'est de la biologie moléculaire. Un opérant, c'est un ensemble de gènes qui codent pour la même fonction. D'accord? Alors, l'étude de ce gène-là, ce que vous pouvez retenir cette année-là, que l'étude de ce gène, qui est le gène qui code pour l'ARN ribosomaux, représente un outil, c'est-à-dire une méthode, un moyen phylogénétique. La phylogénie, c'est l'évolution. La phylogénie, c'est l'étude de l'évolution des organismes. Alors, la phylogénie, l'ARN ribosomaux, c'est un outil phylogénique qui répond aux critères nécessaires à une étude évolutive. C'est l'étude d'évolution, en particulier la stabilité. Alors, l'étude de ces gènes, surtout le gène 16S, consiste à amplifier, vous connaissez l'amplification, sinon vous allez étudier en biologie moléculaire toujours, amplifier et analyser le polymorphisme. Polymorphisme, ça veut dire plusieurs formes de ce fragment-là. On appelle cette technique PCR-RFLP. D'accord, l'explication, elle est en bleu. Je sais que c'est difficile, mais je vais résumer. On va amplifier, c'est-à-dire reproduire plusieurs fois. Vous connaissez ce que ça veut dire amplifier quelque chose? Reproduire plusieurs fois, l'amplification, la PCR, la fameuse technique très utilisée actuellement, que ce soit dans le domaine scientifique que le domaine médical. La PCR, c'est l'amplification, la reproduire plusieurs fois. On va reproduire plusieurs fois ce gène et on va étudier sa forme et réduire. Est-ce qu'il y a plusieurs formes, ce qu'on appelle polymorphisme. Alors, cette technique est très utilisée dans la taxonomie moléculaire. Donc, je ne peux pas dire plus que ça. Et on peut le séquencer, c'est encore mieux. Il y a des appareils actuellement qui arrivent à séquencer. Séquencer, c'est quoi séquencer? Donc, dire les séquences, c'est-à-dire l'unité structurale qui compose l'ADN. Séquencer l'ADN
en unité structurale. Donc, le séquençage, il est soit total, soit partiel. Alors, je termine rapidement avec la taxonomie numérique. Vous comprenez que ça veut dire le mot numérique, ça veut dire par des approches, par des logiciels numériques. Ce sont des approches quantitatives, la quantité. C'est le groupement des unités taxonomiques par des méthodes numériques. Cette taxonomie, elle se fait par des logiciels très importants, avec le progrès de l'informatique. C'est vraiment de la bioinformatique. C'est une discipline aussi qui a pris naissance de la biologie moléculaire, appelée bioinformatique. Vous allez aussi étudier ça, je crois, en S6 ou bien les études de master. C'est une discipline à part, je répète, elle a pris naissance à partir de la biologie moléculaire, ce qu'on appelle la bioinformatique. C'est une méthode qui peut étudier la taxonomie par des logiciels informatisés. Ils sont dans l'ordinateur, il suffit de faire rentrer le caractère et vous allez avoir le coefficient de similitude. Exemple, le programme appelé EPGMA, par son abréviation, c'est un programme très utilisé par les taxonomistes pour avoir ce qu'on appelle un arbre phylogénétique. Un arbre phylogénétique par le programme EPGMA. Alors, je ne peux pas dire plus que ça, retenir seulement les définitions, les grandes lignes de ce dernier chapitre, d'accord? Et on termine ce cours-là. Il me reste 1 minute, 2 minutes pour vous avertir que la semaine prochaine, vous allez commencer la deuxième partie du cours. Là, vous allez commencer par la croissance. Il y a 3 chapitres, l'élément génétique et la virologie, par un autre enseignant, mon collègue professeur Ilham Bouhmouch. Il va vous donner aussi les TD à distance de cette deuxième partie. Il va mentionner ça sur la partie flux de votre classroom sous forme des annonces. Il va vous annoncer la date de TD, mais le cours, c'est déjà la semaine prochaine, c'est sûr. Vous allez commencer jeudi prochain la première séance de ce cours-là. Concernant les TP, il y aura un arrêt. La semaine prochaine, il n'y aura pas TP. On va désinfecter la salle, nettoyer et stériliser le matériel, d'accord, 1 semaine. Et vous allez reprendre le TP la semaine du 4. C'est déjà affiché. Et pendant la deuxième semaine, on va être très vigilant concernant l'absence et la présence et le respect du groupe. D'accord? Vous devez respecter le groupe. Concernant le contrôle continu, tout le monde doit m'écouter bien. L'administration n'a pas donné le feu vert pour organiser avec les conditions sanitaires. Donc, on va rentrer dans 3 semaines de conditions très sévères, d'accord? Confinement très sévère. Donc, on ne pourra pas organiser un contrôle continu en présentiel. Donc, il n'y aura pas un contrôle continu. Il y aura seulement un contrôle final à la fin, en mois de février, à la fin du cours présentiel. Mais je vais déposer dans le classroom un contrôle continu, d'accord, pour les étudiants qui veulent savoir et qui veulent tester leur auto-évaluation sous forme de auto-évaluation. Un contrôle continu, je veux le déposer dans le classroom. Essayez de le faire, de tester votre connaissance concernant la première partie et je vais faire le corrigé. 1 semaine après, je vais déposer le corrigé de ce contrôle. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'ai pas traitées? Il reste encore 2 minutes. J'ai répondu aux questions de contrôle continu. Pas de contrôle continu avec le confinement. Donc, l'administration n'a pas donné le feu vert pour faire venir les étudiants. Il y aura seulement un contrôle final.
Est-ce que je suis claire concernant ce point? Oui, madame. Oui. Alors, s'il y a d'autres questions, vous pouvez le déposer sur le chat. Madame, s'il vous plaît, pour la deuxième séance de TP, elle sera Oui. présentielle ou à distance? Les TP en présentiel, mademoiselle. Il n'y a pas un TP à distance. Les deux séances sont présentielles. On va arrêter une semaine pour désinfecter la salle et on va reprendre les TP toujours en présentiel. Parce Si que les- madame, Il nous a annoncé qu'il va mettre des résultats de ce qu'on a traité la première séance et on va faire la séance à distance. On aura un lien Meet. Qui a dit? Qui a dit? Arrêtez Oui, mademoiselle. le professeur de TP, il nous a dit que la deuxième séance, ça sera à distance et la troisième, ça sera présentiel. Et dans la troisième séance, il y a comme un petit contrôle, 3 questions concernant la première séance, deuxième et la troisième, pour qu'on prépare le TP à la maison. Qui vous avez dit que le TP est à distance? Madame, je sais pas La lecture, son nom, mais- la lecture. La lecture, professeur Kautar, Taha Kautar, le responsable de TP, avec mademoiselle Shohra Talbi, les deux enseignants qui font les TP, ils veulent dire que la séance de lecture va être à distance. Ils vont vous donner, sous forme de compte rendu, va être déposé sur le classroom à distance. Mais la deuxième séance, qui est la croissance et la coloration de grammes, elle est en présentiel, qui commence à partir de la semaine du 4. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, d'accord. D'accord? Vous avez compris maintenant? Oui. Les séances en pratique, le pratique, il est en présentiel. La première et la deuxième séance. Mais entre les deux, il y a une séance de lecture qu'on a éliminée. Et c'est cette séance-là qui va être déposée dans le classroom sous forme d'un compte rendu, avec les photos de ce que vous avez manipulé, les boîtes que vous avez manipulées. C'est clair maintenant? Oui ou non? Oui, c'est clair. Donc, la semaine du 4, tout le monde doit venir selon l'emploi du temps. Respecter, je le dis encore une fois. Mademoiselle Taha Kautar, elle l'a dit et je le dis. Essayez de respecter les groupes pour ne pas avoir des accidents concernant cette maladie. À partir de la semaine du 4, respectez le groupe de TP qui sera en présentiel, la croissance et la coloration de grammes. Pour les gens qui sont inscrits de nouveau, leur nom ne figure pas dans les listes de répartition et par conséquent, on peut venir. Il y a une question, Khalifi Siham, qui dit que son nom ne figure pas dans les listes. Essayez de venir avec un groupe, malgré ça. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Vous pouvez partir pour être à temps pour le cours prochain. Est-ce que c'est clair, tout le monde? Oui, madame, merci. Oui, madame. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le déposer sur le classroom. D'accord? Madame, Oui. concernant le premier contrôle, c'est toujours... Il y a un contrôle continu. واش عاد جيتي يا مادموزيل من قبيله وانا كنهضر على الكونترول كونتيني حتى بحيت. Est-ce que vous m'entendez pas bien, les autres? Qu'est-ce que j'ai dit concernant le contrôle continu? Il est annulé, madame. Donc, les contrôles continus sont annulés avec les confinements actuels. Donc, l'administration n'a pas donné le feu vert pour faire venir les étudiants à la fac, seulement pour les TP. C'est clair, mademoiselle, qui a posé cette question? Répondez-moi. Oui, madame. T'as fait? Pas de contrôle continu.
seulement un contrôle final au mois de février. Le contrôle continu, je veux le déposer dans le classroom pour les gens ou bien les étudiants qui veulent tester leurs connaissances